Tancrède, c'est le plus grand succès de ce début de 18e, 1702, donc c'est toujours le règne de Louis XIV. Lully est mort depuis une bonne vingtaine d'années. On comprend à la lecture de cet opéra qu'il ait pu séduire. Campra a voulu se poser en successeur de Lully. On le voit jusque dans la façon dont il a conçu l'œuvre. Il va même très loin parce qu'il remonte au premier Lully, c'est-à-dire Cadmus et Hermione. Dans Cadmus et Hermione, Cadmus, ce n'est pas une haute contre. Le rôle principal, c'est un baryton. Du coup, tous les personnages vont être aspirés, si j'ose dire, vers les tessitures graves. Chlorinde est vraiment un bas dessus. C'est une sorte d'Amazone, c'est une guerrière. On est un petit peu inversé par rapport au type de personnage féminin qu'on a l'habitude d'avoir dans les opéras, où c'est souvent l'homme qui est, en tout cas quand on est dans un contexte un peu guerrier comme ça, où c'est l'homme qui ne montre pas ses sentiments, qui ne veut pas se laisser victimiser par son amour, et la femme qui au contraire est plus sensible. Et là, c'est exactement l'inverse, mais c'est aussi ça qui est intéressant pour le personnage de Tancrède, c'est que lui dit je suis amoureux, je l'accepte, et voilà, je suis prêt à tout faire pour l'amour que j'ai pour Chlorinde, alors que Chlorinde, elle va tenir ses positions jusqu'au bout en disant bah non, on m'a élevée en me disant que l'amour c'était une faiblesse, je suis une guerrière, je dois m'occuper de mes soldats, de ma gloire, elle est complètement coincée dans des schémas et des règles dans lesquelles elle a été élevée, mais qu'elle sait aussi elle fixer très fort. C'est un drame très sombre. Ça ne termine pas, par exemple, comme l'Amadis de Lully, sur une magnifique chaconne d'un quart d'heure. Ça termine avec la mort de Chlorinde. Et c'est assez intéressant de voir justement cette difficulté quand elle est tout à coup touchée par l'amour. Mais elle ne lâchera pas en fait, parce qu'elle préfère mourir, se suicider en allant se faire tuer dans un ultime combat. Campra a réussi dans son récitatif à donner à Chlorinde le débit de quelqu'un qui est frappé à mort, qui peut à peine s'exprimer. Il y a des silences sans arrêt jusqu'à la mort. Ce qui est très frappant, c'est d'une part l'écriture musicale des rôles, donc avec un vrai dramatisme, un vrai drame qui se joue, et des personnages qui ont une valeur, qui ont une singularité, qui ont quelque chose à remplir, des chanteurs qui ont quelque chose à jouer. Il y a une vraie situation dramatique. Et ce qui est de l'héritage plus justement du XVIIe siècle, c'est cette singularité qui est pour nous, en tout cas, aux yeux d'un spectateur contemporain, et certainement étrange, c'est cette loi ou ce principe des divertissements. C'est un compositeur qui ouvre l'opéra vers des perspectives incroyables. Déjà, l'orchestre s'enrichit de couleurs qu'on ne trouve pas encore chez Lully, et ça nous amène directement vers le premier rameau, vers Hippolyte et Aricie. C'est-à-dire que chaque acte est composé à la fois de scènes très simples, de dialogues dans le maximum, quelquefois en droit à 3 personnages, pas plus, et systématiquement coupé par un divertissement qui voit arriver en scène les chanteurs, le chœur, les danseurs, certains rôles solistes ou petits personnages. Et ça a une saveur extraordinaire. Je trouve qu'ensuite, en plus, c'est extraordinairement bien campé dramatiquement. C'est-à-dire qu'une fois encore, ces divertissements sont moins des ruptures que des expressions autres de ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'était très intéressant à travailler.
Campra, avec Danchet, a trouvé son Quinault. Et je dirais un Quinault enrichi de Corneille, de Racine. Il y a des vers absolument sublimes dans cet opéra. Il y a une noblesse en même temps qu'un charme incroyable qui se dégage des récitatifs de Campra et de cette adéquation parfaite entre ces vers et cette musique. C'est Dieu vous souhaitait mon cœur, accablé d'un coup rigoureux, sans espoir d'être aimé, ce tressage qui fait que on a un fil conducteur qui serait celui de la folie, un autre qui serait celui du désespoir, la gloire qui contraint les deux héros et même les autres par derrière. Comment est-ce qu'il y a ce combat toujours entre ce qu'on souhaiterait être et ce qu'on est véritablement. Mais tout ça est tressé avec ces fameux divertissements, ces moments qui sont un enchantement auditif et visuel. C'est d'abord un opéra d'une variété incroyable. Les passages où en général interviennent et la danse et le chœur sont totalement imbriqués dans l'action tragique. Que le premier acte soit extrêmement sombre, celui qui se passe dans les tombeaux des rois mahométans, sarrasins, c'est évidemment dramatique, mais on sent que c'est à la limite, là encore, du tableau de genre. C'est-à-dire que ce qui intéresse aussi Danchet et Campra, c'est un grand tableau digne du Châtelet où on voit des morts ressuscités, des tombeaux s'ouvrir et le tonnerre tomber. Le magicien Isménor, c'est absolument l'archétype, mais c'est une réussite parfaite. Il y a une tempête, il y a un moment, des tombeaux qui sont renversés par un tremblement de terre, un orage, des spectres qui sortent des tombeaux. On a droit à tout ça. Et qu'il y ait en même temps et simultanément cet exercice de la passion, mais aussi le plaisir de l'œil, les surprises, le théâtre dans le théâtre. Dans le deuxième acte, il y a un divertissement qui est offert à Chlorinde dans le camp militaire. Qu'est-ce que sont ces faux militaires, ces histrions qui viennent jouer, pas jouer? Qu'est-ce que c'est que, justement, dans la forêt enchantée, quels sont les personnages? Certainement, vous soulignez l'importance des actes 3 et 4, ce qui se passe dans la forêt enchantée, puis dans une caverne dans la forêt enchantée. On entend les arbres qui gémissent, alors il y a des effets avec les flûtes, les bassons, des effets incroyables. C'est déjà les murmures de la forêt qu'on aura chez Wagner, mais d'une façon tout à fait différente. Mais c'est à quel point là, le divertissement est une réussite absolue sur l'ambiguïté de la musique et des divertissements, c'est-à-dire que les choix des danses, des airs et du climat musical est stupéfiant, c'est remarquable d'ambiguïté. Personne mieux que Campra, le Provençal, ne sait faire irradier tout à coup la lumière au milieu de l'ombre, ou au contraire, obscurcir le soleil tout à coup par des ombres très inquiétantes. Et c'est ce jeu continuel extrêmement baroque, bien sûr, de l'ombre et de la lumière qui font tout le prix de cette musique.